Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Diagonaliste dédié aux diagonales de France, randonnée de longue distance à vélo. Je suis Marc Jacquemont et je vous accompagne lors de ces aventures. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Denis qui partagera son expérience des diagonales notamment. Bonjour Denis, merci de participer à ce podcast. Peux-tu dans un premier temps te présenter ? Bonjour Marc, alors Denis Scala, j'ai 55 ans, j'ai 3 enfants et je suis néo-grand-père d'une petite Ophélie. Et je suis venu au vélo en 2014, enfin je dis au vélo sur route et rapidement longue distance en 2014. Avant je faisais du vélo en ville depuis que je suis enfant. J'ai toujours fait tout à vélo, les études, les courses, etc. Mais bon, voilà, 3 enfants, ça occupe, dont des jumeaux. Ce qui fait que le dimanche matin, il ne s'agissait pas de partir pendant 4-5 heures. Donc j'avais autre chose à faire. Et puis voilà, en 2014, donc les enfants étaient suffisamment grands. Et puis j'avais un collègue du travail et un voisin, tous les deux au club de saut. Ils m'ont dit viens nous rejoindre, quoi, fais quelque chose en plus de ton vélo taf. Et donc j'ai rejoint le club en 2014. Et quelle ne fut ma surprise de voir que c'était un club de longue distance. Donc pour moi, ça voulait dire... ça voulait rien dire. Mais donc moi, je voulais déjà faire du vélo, voir autre chose. Donc la vallée de Chevreuse, c'était pour moi magnifique déjà, dans un premier temps. Et j'étais tout heureux. Et puis c'était en 2014. Et 2014, c'est avant 2015. Et en 2015, c'était une année Paris-Brest-Paris. Et là, je les ai tous vus emballer, enfin parler que de ça, se préparer. Et ton vélo, comment tu fais, et l'éclairage, le machin. Et ils parlaient un jargon qui me passait totalement au-dessus de la tête. Et ils parlaient de distances folles, hein, quand même. Paris-Brest-Paris, pour quelqu'un qui débute. Et donc, voilà, comme je roulais avec eux le dimanche, ils m'ont tout de même entraîné petit à petit à faire les premiers BRM. C'était dur, mais ça m'a plu. Et en 2015, donc j'ai fait... en 2015, je pense que j'ai fait le 200 et 300 en BRM. Et bien sûr, c'était largement suffisant pour moi. Mais eux, ils ont continué... C'était une découverte pour toi de faire 200 km ? Ah bah, bien sûr. Alors là... oui, parce que les tournées du dimanche, déjà la première fois que tu fais 100 bornes et que tu reviens et que tu n'es pas complètement mort, c'est une victoire, quoi. Alors 200, ça a été aussi un premier cap, hein, quand même, hein. Le premier 200, il fait drôle. Surtout les 100 derniers kilomètres. Mais et voilà, donc... Et après, tu as l'escalade, tu as fait un 300, etc. Alors cette année-là, oui, j'ai fait 300, puis après tous en BRM, donc encadré. Et puis j'ai fait par moi-même, j'avais fait une flèche de France, donc j'avais fait vers le Mont-Saint-Michel, Paris-Mont-Saint-Michel tout seul, et ensuite pour aller en famille à Saint-Malo. Et donc là le virus était bien inoculé quand même, parce que le faire en solo, après tu rentres, tu arrives dans la famille, tu es regardé comme une sorte de héros, pas héros, mais enfin tu vois, quelqu'un qui a fait quelque chose d'extraordinaire. Bon, et toi-même au début tu te dis mais quand même c'était sympa. Tu vis des choses particulières. Donc voilà, là j'étais piqué. Et puis après quand ils sont tous revenus du Paris-Brest-Paris avec plein d'aventures à raconter, je me suis dit là il va peut-être falloir faire quelque chose. Et puis puisqu'on est sur un podcast diagonal, dans notre club, il y a quand même des cadors et on a Pierre Barthes qui je pense que c'est ces années-là, en 15 ou quelque chose comme ça, 14 ou 15, qui a fait une année à 4 ou 5 diagonales. Et donc dans le club, il a raconté ça et là j'étais quand même un peu... j'étais époustouflé et admiratif. Ça te semblait énorme ? Ah bah c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme.
Mais il en parlait avec simplicité et, et puis grâce au récit là, des diagonales, bon, bah, moi j'ai pu lire euh, ces aventures qui font envie. Et de toute façon, dès qu'on dépasse 300, 200 c'est un peu court, mais dès qu'on dépasse 300 ou 400 km, on vit à peu près de ce qu'on vivra sur une diagonale. C'est-à-dire, voilà, on part d'un point à un autre, il faut bien qu'on y arrive, de toute façon, quelles que soient les circonstances, ce qu'on va rencontrer. Et si on ne s'est pas mis des objectifs complètement farfelus, on y arrive. Parce qu'on voilà, on s'arrête, on repart, bref. Et on vit des choses. Et ça, c'est... Et tu te souviens de ta première diagonale? Alors oui, donc la première diagonale, elle a été faite encadrée. Donc dans le club, j'ai été accueilli et on m'a incité, quand j'ai dit que j'avais le goût, enfin que ça me plaisait, cette histoire de longue distance. Et entre-temps, j'avais déjà fait je m'étais engagé sur une BTR, j'avais déjà fait une BTR. Et bon, bref, et donc ils m'ont invité, donc j'étais très honoré, de faire Dunkerque-Hendaye. Et on a fait Dunkerque-Hendaye à 4, donc avec 2 diagonalistes aguerris, un plus ou moins néo, diagonaliste, David, je ne sais pas combien il en avait fait, c'était peut-être sa première aussi, je ne sais plus, et moi. Tu avais de l'appréhension avant cette première diagonale ou pas? De mémoire, je crois. Enfin, c'est un inconnu, mais quand tu pars avec des gens qui sont ultra habitués, ça donne beaucoup de confiance. Je dis, il avait réparti les rôles, moi j'avais réservé les hôtels. D'ailleurs, il y a l'anecdote classique de l'hôtel qui nous accueille, et moi j'avais bien rappelé, j'avais dit oui, oui, on veut des lits séparés, etc. Tac, on s'est retrouvé avec A4 dans 2 lits doubles, bien évidemment. Après une journée de pluie, on avait pris la flotte pendant 3-4 heures, donc tout dégouliné, tout était suspendu dans ces petites pioles, vraiment qui n'étaient pas terribles. Bref. Et, et donc on a fini. Alors, il y avait une personne qui était âgée. Enfin, faut pas Attention à ce que tu dis. Il faut pas qu'elle écoute le podcast. Mais en tout cas, plus pas de la même génération que moi. Et du coup, c'était pas compliqué. Pierre avait fait une feuille de route avec une moyenne qui était ultra raisonnable. On savait tous qu'on était capable d'assez peu dormir. Enfin, on n'avait aucun souci avec des courtes nuits. Ce qui fait que l'allure pour moi était très, très raisonnable. Et on a fait la diagonale, on a vécu des choses assez intenses. Et on est arrivé au bout, enfin comme prévu, enfin avec voilà, la feuille de route respectée, pas dire à la minute, mais quasiment. Tu te souviens de l'arrivée de cette première diagonale? Oui, oui, parfait. Enfin oui, je me souviens. On s'est arrêté après Saint-Jean-de-Luz, là, quand on est sur la côte basque, et puis pour aller jusqu'à Hendaye, pour se prendre en photo dans la pancarte. C'était un bon souvenir. Alors, il faut préciser aussi, Denis, qu'avant cette première diagonale, tu avais une expérience de la longue distance avec les brevets Audax aussi, qui t'ont quand même appris pas mal à gérer oui, le alors, rythme. Ça c'était assez... pour moi, ça a été, je ne vais pas dire fondamental, mais en tout cas, ça a été très très utile. À l'époque, c'est l'UAF, l'Union des Audax français, organisait encore des sorties vélo. Et en 2016, c'était une année, l'UAF a organisé un Paris-Brest-Paris, UAF. Donc l'UAF, c'était à l'époque, c'était des épreuves des brevets à allure régulée. On roule en peloton, on a un capitaine de route, on est à 2 de front, et on avance. Donc la vitesse est de 22,5 de moyenne, hein, évidemment, c'est de moyenne, avec un plan de route qui est suivi par le capitaine de route, des arrêts prévus à l'avance, des déjeuners, des dîners très copieux. Enfin voilà, on s'arrête beaucoup quand même. Enfin, on s'arrête beaucoup. Les arrêts
où on mange sont assez longs. Ils sont très cadrés dans le temps. Et ils sont très cadrés. Précis, hein. Voilà. Alors après, on rogne un peu sur le sommeil, parce que tout ça, c'est en respectant quand même les délais du BRM. Mais comme tout est encadré, bah, j'ai pu faire... alors 200-300, donc je connaissais. Après, le 400, bon, j'avais déjà fait aussi. Mais à partir du 600, c'était une année où ils ont organisé Bordeaux-Paris sans dormir. Donc il y avait juste, on s'est assoupi 5 minutes vers minuit et 20 minutes à 4 heures ou 5 heures du matin. On est arrivé bien décalqué, mais j'ai vu que c'était possible. Et là, bon, c'était extraordinaire comme sensation, comme apprentissage, c'était très très efficace, c'est surtout ça. Et après, le Paris-Brest-Paris aussi, là, au Dax, dans les mêmes conditions, magnifiquement organisé par Jean-Michel Vincelot, que je remercie vraiment parce que c'était une étape importante dans mon parcours de longue distance. Et après ça, bah, là, la confiance était acquise pour... je ne vais pas dire que je pouvais faire n'importe quoi, mais j'avais une confiance pour me dire, allez, tu peux y aller, tu sais que c'est possible. Mais quand on ne l'a pas fait, c'est vrai que c'est... on trouve ça complètement dingue. Donc, première diagonale accompagnée, deuxième accompagnée, où vous avez un sens de la transmission au sein du club. Ah, beaucoup, oui. Alors, les diagonalistes au CTFS, à Sceaux, là, on a Bertrand Affre, ou Affres, je ne sais jamais comment on prononce, qui est un diagonaliste qui a transmis sa passion à Pierre Barthes, et qui ensuite l'a diffusé. Entre-temps, il y a eu Jean Perruchot également. Et voilà, donc moi j'en suis à ma 8e là. Et puis on essaye de poursuivre, hein, puisque on a incité Jean-Luc Cogin Jean-Luc Cogin en a fait une avec nous l'année dernière, il y a 2 ans. Et il a fait sa deuxième l'année dernière, toujours avec moi, et un néo qui est Thierry. Donc c'est Thierry Vasseur du club aussi. Donc oui, c'est important les gens. Enfin, c'est un club longue distance, donc on parle que de ça. Hein, donc ça Alors, aide. Quand on parle de longue distance et de diagonale, tu passes à peu près 15 heures sur ton vélo. C'est pas long, une journée de diagonaliste? Alors c'est drôle parce que régulièrement, quand on parle de ça, la première question qui vient, c'est mais que tu t'ennuies pas sur ton vélo, c'est pas possible, t'as mal partout. Alors, ben non, tu t'ennuies pas parce que ça passe vite. Enfin, moi, je pense, j'écoute même pas de musique, c'est très rare. Il m'arrive d'écouter la musique dans des moments difficiles. Ça m'est arrivé. Là, vraiment, quand il y a de l'ennui ou la nuit ou des choses, mais sur une assez courte durée finalement. Et en journée, non, il y a sans cesse des choses à réfléchir, à écouter, à vivre, à ressentir, à anticiper où est-ce que je m'arrête, quand est-ce que je mange, est-ce que tout va bien, et puis admirer le paysage, écouter les oiseaux, le silence, enfin tout. Tu es dans l'instant présent maintenant? Ouais, je pense que là, c'est ce qui fait l'intensité. C'est qu'on vit, c'est la palissade, mais tout le monde dit la même chose. Là, on a une vie qui est réglée, on n'arrête pas du matin au soir, etc. Et là, hop, on part en diagonale. Alors, quand on a bien anticipé ou pas, à la limite, on est parti là, sur son vélo. Bah, il faut y aller. On a prévu ce qui était prévisible, et puis ce qui n'était pas prévisible, bah, il va falloir y faire face, et puis c'est tout. Et se faire confiance, et on sait que ça va aller. Oui, bah, de toute manière, bon. Après, c'est toujours, il y a toujours plus difficile et plus sauvage. Là, on est quand même en France. Enfin, c'est quand même. Qu'est-ce qui peut arriver, quoi? Tu as fait des diagonales à plusieurs, des diagonales tout seul. Je pense que tu as eu sans doute des moments difficiles en te disant j'en ai marre, je m'arrête là, je rentre. Comment tu es passé au-dessus? Comment tu arrives à continuer après? Alors, j'ai beau réfléchir sur les diagonales, ça m'est pas franchement arrivé. D'autres épreuves? En revanche, sur d'autres épreuves, bah là, récemment, j'ai fait le 1000 du Sud de l'année dernière, là. L'année 2024, un peu pluvieuse. Et du coup, on est... Bon, 1000 du Sud, enfin voilà, c'est un brevet... Enfin, c'est pas un brevet, hein, c'est une épreuve en montagne. Il faut faire 1000 km avec 20 000 mètres de dénivelé dans les Alpes,
en 100 heures. Donc ça le fait, hein. Donc je l'avais déjà fait. J'avais déjà fait une fois. Et là, avec la pluie, le froid et un oubli, j'ai oublié un élément qui s'est avéré, je pense, qui aurait pu être utile. C'est un couvre-cuisse. En fait, je suis parti contre la pluie, j'étais pas suffisamment protégé du bas. Et ce qui fait que je suis parti une journée à 4 heures du matin, et il n'a pas arrêté de pleuvoir dès 4 heures du matin, avec des cols à descendre, etc. Et à 10h, 11h, là, j'ai dit non. À cause du froid? À cause du froid, oui. Et puis tout un tas de raisons, parce que j'avais... Alors, en fait, j'avais fait moi, je suis plutôt à faire une feuille de route. Maintenant, je sais faire ma feuille de route. Ma feuille de route, je la connais. C'est-à-dire, je connais mes capacités, je sais où je peux pousser, et je sais au-delà de quoi je ne peux pas aller. Donc là, pour finir dans les temps, ce fameux 1000 du Sud, j'avais une feuille de route précise. Et là, j'étais 2 heures en retard sur ma feuille de route, à moitié mi-journée. Donc ça voulait dire que si je voulais finir comme il fallait que je rogne sur la nuit, la prochaine nuit. Et c'était théoriquement possible, sauf que ça commençait à moins m'enchanter, parce que il aurait fallu que je dorme qu'1 heure et demie. J'étais déjà bien crevé parce que j'avais fait un très fort dénivelé la veille. Voilà, c'était plus dans mon objectif. Donc bref, là, j'ai coupé. J'ai pas vraiment abandonné, parce qu'il fallait quand même que j'aille au bout. Donc j'ai évité quelques cols pour reprendre le parcours. Okay. Tu as quitté la trace. Voilà, et une autre fois où j'ai failli abandonner, mais je me suis souvenu d'une phrase qui est importante et vraiment que je répète à qui veut l'entendre. On n'abandonne pas avant d'avoir dormi. Ça veut dire que si on a des idées noires, on attend, on se repose d'abord. On s'arrête. On n'abandonne pas, on se pose, on mange, on dort, et il ne s'agit pas de dormir 10 heures, hein, ça va très très vite en fait. La récupération est incroyable, et l'esprit revient très vite aussi. Alors que les idées, effectivement, sur une BTR, c'était la canicule. Première journée, on était parti de 20 heures et roulé toute la nuit, plus toute la journée suivante en canicule. Cette année-là, de BTR, il y a eu beaucoup d'abandon dès cette première journée. Et moi-même, je suis arrivé à mon premier gîte, j'étais déconfit, mais vraiment déconfit. Et puis le type me dit, mais nous, on ne fait pas à dîner, le resto, il est à 5 km, mais j'en pouvais plus. J'ai dit, mais je ne peux pas aller à 5 km, revenir, en plus il y a une bosse pour venir jusqu'à votre gîte. Et là, le type me dit, bah, sinon, moi j'ai du pain, j'ai du fromage, j'ai du pâté sous vide, là, parce qu'on vend ça à la ferme. J'ai dit, bah, donnez-moi tout ça. Et en plus, il avait des bières. Donc, bref. Je me suis couché, et à 3 heures du matin, j'étais en pleine forme. Alors que la veille, je me suis dit, oh là là, je ne sais pas si je repars. Donc... Ça, c'est un point important à mémoriser. Ah oui, oui. On est capable de récupérer très vite. Tu parlais avant de feuilles de route sur la BTR, sur le 1000 du Sud. Comment tu prépares maintenant ton expérience, tes diagonales en termes d'itinéraire, de sommeil, de vitesse, de pause, etc. Alors, moi j'aime bien, je suis un peu toujours dans l'expérience, enfin dans tenter des nouveaux trucs. Donc je sais je connais le confortable. Le confortable, c'est... l'ultra confortable, c'est 4h30 de sommeil. Ça, 4h30 de sommeil, là, je l'ai fait... Quand tu dis 4h30 de sommeil, pardon, c'est pas 4h30 entre l'arrivée et le départ. Non, c'est vraiment 4h30 de sommeil. Okay. Donc ça, c'est énorme. Mais quand je dis beaucoup, c'est-à-dire qu'on peut tenir longtemps. J'ai fait les traversées de Stéphane Gibon, là, c'est pas des diagonales, mais ça, voilà. Et traversée de France. Et bon, bref, donc 4h30 de sommeil, je me rends bien compte que c'est parfait. Avec des temps de pause, moi je me prévois sur le papier. J'ai 3/4 d'heure le petit-déj, 3/4 d'heure, 1 heure à midi. Pardon, ton petit déjeuner, dis-moi une journée type. Tu pars à quelle heure et tu fais quand sur une journée alors, type de diagonale?
la journée type, je me mets une feuille de route qui démarre à 4h30, 5h, sachant que j'espère secrètement que je serai réveillé avant et que je partirai à 4h. C'est à peu près ça. 3/4 d'heure le petit-déj. Combien de temps après? Ah, combien de temps après? C'est en fonction Quand c'est du ouvert. tracé, là Ouais. où il y aura Ok. des villages, quoi. C'est aux environs de... Mhm. Ça va être vers 7h du mat, quoi, Ok. 7-8h quand ça ouvre. On fait un gros arrêt. Ouais. Qui, toujours, je prévois toujours plus, parce que si jamais je fais plus vite, c'est bien, mais la seule fois où j'ai essayé de mettre des vitesses moyennes et des trucs trop courts, tu cours après le temps, tu es stressé, enfin, tu te dis que tu vas pas y arriver, enfin, c'est complètement con. Alors que quand tu es au large, mais tu te dis, ah là, je suis en avance sur ma feuille de route, ça te donne une patate incroyable. Donc, voilà, 1h le midi, ce qui est beaucoup, hein. Ça choque. Mais du coup, parfois, je me permets de... C'est un plaisir, quoi. Tu manges, en plus, tu as un appétit. Quand l'appétit est là, tu te dis, là, tout est beau, il fait beau, je mange. Voilà. Tu repars. Et récemment, là, maintenant, avec Pierre, lui, on arrive à 18-19 heures à l'arrivée. Douche, dîner, dodo, etc. Là, j'ai tenté des trucs récemment. Je dîne. Je fais un bon dîner et je roule encore après. Et j'essaye de me trouver un hôtel ou un gîte qui accepte plus tard, qui accueille plus tard, voire qui a une clé extérieure, blabla, pour encore rouler. Parce que j'ai trouvé que c'était sympa après dîner. La nuit tombe, enfin il y a une sorte de... On est décontracté, c'est la digestion, donc on n'est pas obligé d'aller très très vite. Mais mine de rien, on peut engranger 20-40 bornes comme ça. Ok. Et voilà. Et de fait, tu vas faire une journée de combien de kilomètres avec ta petite distance après le repas du soir? Après, ça dépend du dénivelé, mais Ok. si le dénivelé est raisonnable, on peut atteindre les 300 comme ça, Sans forcer. sans forcer, oui. Alors, À propos, voilà, ça dépend des conditions, mais quand on dit sans sur le papier. Oui. Quand on dit sans forcer, comment tu fais pour gérer ton corps sur la durée, pour pas être épuisé au bout d'un jour, pour qu'il tienne les 3 jours? Alors, ça, je crois qu'on est tous différents, mais moi, j'ai l'impression... Enfin, ça, c'est pas un problème. Je sens la... J'ai plutôt une tendance à ramollir plutôt qu'à forcer. Donc il faut plutôt que je me dise, là, il faut que tu appuies un peu parce que sinon tu t'endors. Donc, là, récemment, dernière acquisition, j'ai acheté un capteur de puissance. Ça, c'est pas mal. Hein. Et c'est bien? Ah Plus qu'un cardio? Alors, le cardio, ça n'a jamais été... Je l'ai toujours eu, mais en longue distance... Enfin, non, d'ailleurs, je l'ai toujours eu. Non, c'est faux. Je l'ai rapidement abandonné parce que c'était des ceintures, là. Et voilà. Et puis, T'aimes pas ça? Non, mais c'est-à-dire que... Oui, déjà, c'est pénible, là, parce à mettre, à enlever, etc. Enfin, c'est un truc de plus auquel tu dois penser. Et puis ça marche pas, comme je suis bien poilu, ça déconnait complètement, c'est aucune utilité. Donc maintenant j'ai le brassard, qui est beaucoup plus stable et fiable, mais voilà, l'intérêt il est médical, si jamais un jour il se met à faire n'importe quoi, ce sera une alerte médicale, mais c'est tout. Mais pour réguler Non. Le capteur de puissance, c'est mieux? Oui. Ok. Il me semble que oui. Et ça, je l'ai entendu dans le podcast, et effectivement, par Bridou. Et je suis bien d'accord avec. Là, j'ai tout de suite, ça, je l'ai entendu, ça a résonné. Donc tu t'en sers pour réguler l'effort et tu regardes ta puissance pour pas en fait, faire d'excès? Non, je suis pas dans l'excès. Ok. En fait, c'est plutôt, ça me force, c'est le petit coup de fouet. Je me dis, ah mais non, mais là, tu déconnes, tu peux aller plus vite. Vas-y, rajoute un peu, parce que là, tu crois que t'es mort, mais en fait, pas du tout. Et souvent, c'était le cas, quoi. Tu crois que t'es mort, mais pas du tout. Oui, non, c'est non, et puis GG, un pilier du club, il disait toujours, de toute façon, tant que le vélo avance, t'avances, quoi. C'est tout, voilà, c'est ça. C'est le bon sens. Donc on a parlé de feuille de route. Tu pars sur quelle vitesse moyenne? Sur 21-22. Tiens, 22. Ouais. Okay. Et par rapport au bagage, tu es plutôt à emmener beaucoup de choses? Au début, j'ai amené trop. Maintenant, je commence trop à être plus raisonnable, ouais. Okay. Petit à petit,
j'essaye de faire en sorte que chaque élément puisse avoir presque plusieurs utilités, quoi. Mais C'est-à-dire? bah, ça protège du froid et du chaud, mais pas un du froid et un le chaud, quoi. Donc mais enfin voilà, je crois que je fais partie des gens qui emmènent quand même pas mal de trucs. J'ai vu des gens partir, mais vraiment très très légers, ça m'impressionne. Mais non, pour l'instant, moi j'ai le nécessaire. J'essaye de. Alors, comme je disais, là, je fais des expériences. Alors, je suis toujours à réfléchir, par exemple, pour la prochaine, là, Strasbourg-Brest, là. Ah, je sais pas, je vais dormir chez moi. Je vais faire Strasbourg-Sceaux. Et d'un coup, alors je sais pas si je vais dormir quelque part vraiment en réservant ou comme j'ai déjà fait à l'arrache en prenant juste un tapis de sol, un truc et puis voilà. Ça change c'est selon un peu les conditions météo, on verra. Donc je vais peut-être passer pas trop loin d'hôtels genre enfin des hôtels qui peuvent accepter en pleine nuit, même sans réservation, si jamais c'est la cata. Et tu n'as pas peur en dormant chez toi de te dire oh je suis bien chez moi, je repars pas? Et on verra. C'est la première fois que je ferai ça. Effectivement, on m'a déjà parlé de ça, mais encore une fois, Pierre l'a déjà fait plusieurs fois. Et dans le club, il y en a, comme on habite quand même sur entre Strasbourg et Brest, d'aucuns l'ont déjà fait, donc bon, je pense que. Oui, qu'avec de la volonté, tu arrives à repartir à 4 heures du matin. Je pense que de chez ça toi. devrait. Il y a une motivation quand même. Alors, quand tu fais tes diagonales, qu'est-ce que ça t'apprend des choses sur toi-même ou humainement ou quelle expérience tu en ressors de ces longues distances? Bah, en fait, il y a déjà quelque chose qui est fort, c'est que, comme tout le monde, à la fin, on dit on est bien crevé, et le premier truc qui vient dans la discussion dans les 5 minutes qui suivent, c'est bon, alors qu'est-ce qu'on fait après? On y retourne. Donc ça, enfin, ça veut tout dire. On vit des choses si fortes que, voilà, on a envie que ça recommence. Ok, parce que c'est intense. Parce que... C'est intense. La journée passe. Tout notre être est attentif à ce qui se passe. On vit la météo, les événements, les gens. Et puis comme à un moment, on est fatigué tout de même, donc les émotions sont très fortes. Oui, c'est... C'est pas forcément facile à comprendre quand on ne fait pas ce type d'épreuve. Cet état-là, alors justement, comment c'est perçu par ton entourage, ces défis que tu te lances, ces longues distances? C'est délicat de répondre à leur place, parce que je pense que tous les cyclistes vivent un peu la même chose, et comme c'est une passion, dès qu'on en parle, on est inarrêtable, et on saoule un peu tout le monde. Donc, c'est pas en famille, en fait, qu'on parle le plus de vélo, parce que je pense que ça casse un peu les pieds. Déjà, on s'absente longtemps, donc c'est pas toujours bien vu, hein. Il y a un peu de négo quand même dans tout ça. Et après, bon, c'est vrai que, alors je sais pas si la fierté, en tout cas, je pense qu'on en revient heureux. Je pense que les gens qui nous aiment, ils sont heureux de nous faire plaisir, donc ils nous laissent partir. C'est un peu ça qui se passe. Mais l'entourage comprend que tu y trouves du plaisir. Ah bah oui, il le voit. Je Le pense voit. que Ok. oui, ça c'est... Quelqu'un qui souhaite se lancer dans la longue distance, quel conseil tu pourrais lui donner? Et je vais compléter cette question avec le fait que tu fais partie d'un club. Est-ce qu'un club peut être une première marche de conseils pour aller vers la longue distance? Alors, sans aucun doute. Alors quelqu'un qui hésite à faire de la longue distance, je dirais que déjà il a franchi toutes les étapes, puisque ça veut dire qu'il y pense. Mais au-delà de ça, un club, c'est le partage, ça donne de la confiance, ne serait-ce que même pour sortir le dimanche, hein, ça permet de se dire, tiens, si je le fais tout seul et à un moment on s'ennuie, là on est entouré, on peut discuter, on rencontre nécessairement quelqu'un qui va partager quelque chose avec soi. Et si, alors, effectivement, si en plus on recherche déjà quelque chose, mais il manque le petit truc en plus,
C'est d'une aide incomparable, hein. Nous, on a des anecdotes pour le Paris-Brest-Paris, par exemple, au-delà de la diagonale. Parce que la diagonale, c'est quand même, il y a un travail perso, la préparation, tout ça. Paris-Brest-Paris, c'est la longue distance, mais tout organisé, entre guillemets. Et puis en plus, c'est un peu plus connu, tout ça. Et donc, nous, il y a des gens dans le club qui, clairement, en ont entendu parler. On fait plus ou moins des longues distances avant, moins longues que le Paris-Brest-Paris, que 1200. Et donc en croisant, comme on va tourner à Rungis, enfin, c'est un endroit où on peut faire du vélo, on croise. Et en discutant avec les uns et les autres, on peut dire, bah tiens, le club, là, il y a pas mal de gens qui ont fait le Paris-Brest, et ils s'entraînent, machin, et de proche en proche, ça devient possible, de quelque chose qui est presque inimaginable. Puis on a, là où on gagne un temps fou, c'est les conseils. Parce que tout seul, il y a beaucoup de choses, on peut le faire tout seul, hein, mais on gagne beaucoup de temps à discuter avec d'autres qui ont déjà vécu des choses et fait les mauvaises expériences. On peut écouter. Alors on n'entend pas tout, parce qu'il faut vivre les choses soi-même. Mais il y a plein de conseils qui sont très très enrichissants qu'on a dans un club. Dans ton cas, à toi, c'est vraiment le fait d'avoir adhéré au club qui t'a lancé vers la longue distance. Ah, bah. Et c'est la transmission de l'expérience pour les diagonales aussi. Ah oui, mais sans aucun doute. Oui, oui. Tout seul, c'est grâce au club et aux personnes, aux membres du club, évidemment. Qu'est-ce que tu peux dire de ton club, du club de saut? C'est quoi sa spécificité, ses adhérents, que sais-je? Bah, c'est un club, je dis que c'est un club longue distance. Alors tout le monde ne fait pas de la longue distance. Mais c'est un club vivant, vivant dans le sens où il y a une histoire, il y a des membres qui sont là depuis longtemps, et il est vivant parce que chacun va l'enrichir de ses expériences et des épreuves ou des sorties que chacun fait tout au cours de l'année, qu'il partage avec les uns et les autres. Le club organise des sorties de plusieurs jours également. Donc il y a eu des sorties, le club a déjà organisé des flèches de l'ACP, donc organisées par le club. Il y a des organisations pour rejoindre tel ou tel, par exemple pour aller en Normandie, le club organise des sorties en groupe. Et puis dans cette ambiance de club, comme tout le monde... rapidement, tout le monde parle du Paris-Brest-Paris. Oui, l'année qui suit le Paris-Brest-Paris, tout le monde en parle encore. Et l'année qui suit, c'est presque un petit creux, mais les gens commencent à parler du prochain, etc. Donc c'est constamment dans les esprits, dans les discussions. Donc l'émulation est toujours là, quoi. C'est important. Les clubs peuvent avoir des fois une image d'adhérents vieillissants. C'est votre cas ou comment vous vous situez? Vous arrivez à renouveler les adhérents? Alors, nous, c'est assez extraordinaire. On a des jeunes, alors ça fait rire, hein, jeunes, mais enfin, on a des gens qui ont moins de 30 ans et des filles. Enfin, cette année, on était nous-mêmes surpris. On a beaucoup de féminines qui sont venues. Enfin, du coup, là, elles font même des sorties entre filles. Donc, c'est assez extra. Et de tous âges, hein, parce que ça va de 25 à plus de 60 ans. Même plus de 70 ans. Et donc là, il y a une transmission, partage des générations, enfin, c'est vraiment très, très, très plaisant. Comment je fais quand je rejoins un club tel que le vôtre? Je ne suis pas sportif, on me dit viens un dimanche, vous roulez vite, au bout d'un quart d'heure je suis dernier, je reviens dégoûté. Comment vous gérez ça? Bah, alors là, c'est un peu dur ce que je vais dire. On a déjà eu longtemps cette discussion. On prévient et les gens ils viennent pas. C'est-à-dire que effectivement, je dis pas que tous ceux qui viennent sont capables de faire 100 km d'un coup, mais les gens qui disent moi je veux faire de la balade, est-ce que vous faites de la balade? On dit tout de suite non. Ok. Non. Et c'est pas grave. Ça le fait comme ça. C'est-à-dire que c'est quand même un club sportif, quoi. Je veux dire, si tu viens, on va partir en vallée de Chevreuse et on va faire plusieurs heures de vélo.
donc il y a eu bon, je ne vais pas dire chaque année, mais il y a eu quelques exemples où effectivement ça n'a pas collé. Mais ça, on anticipe, on prévient. Vous indiquez la vérité pour pas qu'il y ait de oui, déception. En revanche, on accompagne les gens, c'est-à-dire que quelqu'un qui dit qu'il va faire son 70 ou 80 km, il a des difficultés, il y a une personne qui va rester avec lui et qui va finir la sortie, même si le groupe s'en va, l'autre reste avec en disant bah, tiens, tu t'en occupes, etc. Il rentre, il ne reste pas perdu dans la pampa. Vous l'abandonnez mais pas. Mais c'est assez rare parce qu'on prévient à l'avance quand même. Voilà. Et globalement, les gens qui nous rejoignent, soit ils ont déjà l'habitude de rouler tout seuls, ils en ont marre, ils veulent rouler en groupe. Soit c'est d'autres personnes qui étaient par exemple sur du triathlon, ils veulent faire autre chose, donc ils sont déjà habitués au vélo. Enfin, c'est pas une situation qui s'est beaucoup présentée. Denis, nous allons arriver au terme de ce podcast. Souhaites-tu ajouter quelque chose sur le vélo, la longue distance, les diagonales, que sais-je? Là, tu me prends de court. Non, je dirais que, enfin, pour moi le vélo, c'est la vie. Hein, c'est vraiment. Et on y voit, on rencontre des gens, on voit des paysages. C'est que des banalités, mais. Ça a été une découverte, en tout cas la longue distance, dans laquelle tu as l'air de prendre pas mal de plaisir. Ah oui, oui. On n'a pas parlé de la préparation des. On n'a pas parlé de la préparation des feuilles de route et du parcours. Vas-y. Parce que pour moi, le point fort des diagonales, c'est quand même de faire sa route. Soi-même. Eh oui. Et donc tu vis ta route, tu vis ta randonnée avant de la faire. Quand tu la prépares. Et je ne vais pas dire que tu passes autant de temps, mais tu passes des heures quand même. À voir, à la choisir, à voir où tu vas passer, anticiper. Non, ça c'est un des grands plaisirs à décider, bah, tiens, je vais passer, si je prends un détour, mais parce que je vais voir un tel, ou au contraire, je veux voir ce site, ou là c'est plus joli, bah oui, je vais monter plus haut, bah, c'est pas grave. Non, c'est vraiment le plus par rapport... C'est l'autonomie totale du début à la fin. Ah oui. Un mot, pardon, avant la fin, justement, par rapport à l'obligation de compte-rendu de la diagonale, c'est une importance? Oui, oui, moi je trouve parce que, en fait, on le fait. Moi je le faisais sur les longues distances que j'ai pu faire en dehors des diagonales. J'avais plaisir à prendre quelques photos et puis à noter parce qu'on se rend bien compte que quand on dort pas beaucoup, sur quelques jours, les souvenirs s'échappent très très vite. Où on mélange tout. Et donc on prend des notes, je prenais des notes à droite à gauche sur des bouts de papier, et puis je me faisais des comptes rendus plus ou moins finalisés, etc. Et là, le fait que la diagonale force à le faire, eh ben, je trouve ça excellent, parce qu'après, à relire, c'est un immense plaisir. Donc, et ensuite, quand on est diagonaliste et qu'on a accès aux petits diagonalistes, on vit des choses. C'est très plaisant. Oui, oui, tout à fait. Merci Denis, nous arrivons à la fin de ce podcast. Je te remercie énormément d'avoir partagé ton expérience. Merci à tous les auditeurs de nous avoir rejoints. N'hésitez pas à nous envoyer un email à diagonaliste@gmail.com si vous avez des questions, des suggestions ou bien sûr une diagonale à partager. N'hésitez pas à continuer à m'envoyer des commentaires sur ce podcast, ça me fait toujours très plaisir. Encore une fois, merci Denis, au revoir. Merci à tous, au revoir.